Je parlais à l'un d'entre eux, il me dit, j'ai pas ton courage. Je dis, je sais pas, moi, j'ai pas le courage de me corrompre comme toi. Valls, ministre des Dom-Top, celui qui disait, il manque des whites, il y a trop de blancos. Tu te rends compte? Là, tu parles de Fogiel qui va être condamné pour racisme anti-noir. Il a fabriqué un SMS où il dit, Dieudo, ça te ferait rire si on faisait un sketch sur l'odeur des noirs. J'ai pu être en confrontation avec la communauté juive à un moment donné, mais je me suis réconcilié aussi avec. Quand t'as décidé de t'excuser, est-ce que t'as eu des soutiens Oui. juifs du coup? Oui, Ouais. plein. Les vidéos de mes sketchs sont extrêmement regardées. Je suis devenu une référence. Ouais, ils pourront pas m'arrêter. Ils pourront pas m'arrêter. C'est impossible. T'as un bracelet là? Ben ouais. Jusqu'à quand? Bah c'est quand ils veulent. Hein. Est-ce que t'as eu très peur une fois? I love you, baby. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Dieudonné qu'on vient vous raconter ici présent. Comment vas-tu, Dieudonné? Ça va. Dieudonné Mbala Mbala. Merci de nous recevoir chez toi, Ouais. dans ton domaine et tout. Ouais. Tu vas bien? Tout se passe bien? Ouais, on s'accroche. On s'accroche. On essaie de tenir. Ok, je vais commencer directement. La première question, la plus simple. Où es-tu né? Je suis né à Fontenay-aux-Roses, Ouais. dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui. C'était Paris à l'époque, en 66. 66. Je vais avoir bientôt 60 ans. Et puis donc d'un père camerounais, d'une mère bretonne. Et puis je suis parti au Cameroun à l'âge de 13 ans. Ouais. Et puis depuis, je fais des allers-retours. C'est pas évident le métissage à l'époque. Moins qu'aujourd'hui. Ouais, oui c'est vrai. J'étais le seul noir à l'école. Comment ils se sont rencontrés tes parents? Ils faisaient leurs études. Leurs à Nantes, études en à Nantes, Bretagne. ok. Ouais, ouais. Ma mère était comment dire, secrétaire dans l'université. Et puis après, elle a repris ses études. Parce que mon père il est fini ingénieur. C'était quelqu'un qui aimait bien les études, financé en partie par le Cameroun. Ouais. Donc il est devenu expert comptable, commissaire aux comptes, donc donné des années de sa vie professionnelle après au Cameroun. Ok. Ce qui fait que voilà, et puis... Toi, tu faisais les allers-retours? Ouais, à partir de... Quand j'ai eu 13 ans. D'accord. Là, j'ai pas arrêté. Et puis depuis, je fais que toujours des allers-retours. Et je suis devenu chef de famille à la mort de mon père, en 2010. Donc, juste gérer le village, mes frères et sœurs, et puis les enfants on souffre pas de, comment dire, la population camerounaise, elle est explosive. Ici, ils arrivent pas, on est de moins en moins nombreux. Ouais. C'est normal, vous. Mais là, au Cameroun, c'est vrai que je sais plus où ma famille, on doit être 300, quoi. 300 personnes. Ok. Et donc, ta jeunesse, tu disais que t'étais le seul noir dans l'école. Et puis, alors, le dans métissage, je l'ai pas vraiment connu, puisque j'ai toujours vécu comme un noir. D'accord. En fait, quand j'étais ici. Et puis, au Cameroun, je ressemblais quand même bien à mon père, ce qui fait que j'ai pas eu tellement... un petit peu au village des gens de Tarn. Tarn, c'est celui qui a du blanc dans lui, Tarn. Donc j'ai eu deux petites réflexions, mais j'ai jamais été blanc, donc j'ai toujours grandi en tant que noir. C'est pour ça que le métissage, ça dépend où tu te trouves et comment ça se passe, quoi. Moi, je crois qu'on est tous métis, en fait. Après, tu vois, on est tous le mélange de... Après, t'as une couleur plus ou moins claire. Bon, je pense que Malcolm X était assez clair. Puis il y en a eu pas mal d'éclairs qui me ressemblent aussi. Ouais. Ta scolarité, donc là on sait que t'es commis. Ouais. Est-ce que déjà dans ta scolarité, t'avais en classe tout de suite. Instantanément, c'est quelque chose que j'ai eu tout petit. Je préférais la récréation au cours déjà, parce que j'amusais mes copains. Puis après en classe aussi, je faisais rire. Bon an, mal an, comme je suis d'une famille de gens qui avaient fait des études, je suis allé jusqu'au bac, mais toujours en faisant rire les gens. Et puis, je me souviens, c'était en 5e, il y avait un sous-directeur d'un collège, Jean Moulin, à Verrières-le-Buisson, qui m'avait dit
ah, vous faites rire tout le monde, vous devriez vous orienter vers la comédie. Puis à l'époque, j'ai dit, ouais, mais enfin, il y a Coluche qui est... Puis il m'a dit, ouais, mais il sera pas toujours vivant, il sera pas toujours là. Puis à l'époque, moi, il me paraissait éternel, Coluche, quoi. Et puis finalement, bah, il avait pas tort, j'ai réussi à... Et puis j'ai amené quelque chose que les autres n'avaient pas, c'est cette histoire personnelle, cette origine. Ouais. J'étais un des premiers, on va dire, humoristes noirs, on va dire, qui revendiquait ses racines, quoi. Donc c'était... ça a été une porte ouverte après sur toute une génération d'humoristes africains qui viennent, pour la plupart, me dire que je les ai inspirés, que j'étais effectivement un modèle, quoi, pour eux. Alors, là où tout le monde, le grand public a fait ta connaissance, c'est forcément le duo avec Elie Semoun. Oui. Comment tu l'as rencontré déjà? Un ami d'enfance, on est de la banlieue parisienne, lui est de Antony. Moi, je suis entre Bagneux et Verrières-le-Buisson. Et puis, par des amis, ben, on se rencontre, on fait marrer tout le monde. Et puis, Elie a un petit pied, on va dire, parce qu'il commence à faire de la télévision. Il doit avoir 2-3 ans de plus que moi. Et puis, on écrit des sketchs, et puis très, très rapidement, ça marche. Ouais. Ouais, ça marche. Tout de suite, vous écrivez vous deux? Oui. Ça. Alors, ouais, moi, je pense qu'avec le recul, il s'est trouvé que j'étais plutôt celui qui avait les idées. J'avais les idées. C'est plus devenu mon truc, quoi, l'écriture, je crois. Mais par contre, Elie était très bien aussi pour mettre des vernis de dialogue et autres. Mais je pense que, bon, avec le temps, en tout cas, voilà, quoi. Moi, je me suis plutôt, mon parcours artistique a démontré que c'était quand même plus moi qui étais intéressé par ça, par l'écriture. Okay. Et puis, mais Elie, par contre, bon, on était extrêmement complémentaires, et il avait un pied un petit peu dans cet univers, entre guillemets, puisqu'il il avait de la famille dans ce métier-là. Ouais. À l'époque, on pouvait tirer sur les préjugés, en fait. C'est-à-dire, il y avait un spectacle où il y avait Cohen, il jouait Cohen, et toi, Bokassa. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu penses qu'on peut encore le faire ou pas? Ben, en fait, je crois que ce serait possible de taper sur du noir encore. Ça serait pas un problème. Ça serait même plutôt bien vu. Et par contre, il y a une communauté dont on ne peut plus du tout parler. On va y revenir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui s'est passé. En France, il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que vous pouvez faire des blagues sur les Noirs, sur les Arabes, sur le blanc chrétien, sur le flic, mais voilà, il y a une catégorie de gens, vous ne pouvez pas rigoler, quoi. Vous ne pouvez pas faire de blagues. Tu as créé une société de production. Oui, Bonnie plusieurs. Production. Ouais, ça a commencé, Bonnie Production. Ma fille s'appelait Bonnie, donc voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc il y a ton frère et toi, c'est ça? Ouais, non, c'était moi. Pourquoi, en fait, Elie, il n'était pas dedans et ça ne l'intéressait pas? Elie, lui, non, il n'était pas tellement là-dedans. Et puis, c'était un... Je pense que c'était un... il voulait pas. D'accord. Et lui, il préférait plutôt trouver un producteur. Bon, j'ai appris après, je vois pourquoi. Il était là-dedans. Elie, il est dans un système qui est beaucoup plus communautaire que le mien. Déjà, le lobby camerounais, on sait que dans le monde du spectacle... Il est puissant. Mais par contre, je pense que j'ai toujours pensé qu'il était préférable d'avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et donc, je préférais me développer parce que je trouvais que ma créativité allait être plus indépendante en étant en dehors, on va dire, des grosses machineries de la production de spectacles. Donc, c'est ce que j'avais vendu à Elie comme idée. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, comme j'étais plutôt celui qui écrivait et celui qui produisait, bon, c'était logique, quoi. À l'époque, vous avez fait un sketch
où je crois que tu étais l'employeur, lui l'employé, un truc comme ça. Et vous disiez, vous aviez un slogan, non, nous ne sommes pas des voleurs. Et lui, il disait, en tout cas en ce qui me concerne, 50 divisé par 2, ça n'a jamais fait 10. Je sais pas si tu te rappelles, je me rappelle de celle-là. C'était un peu prémonitoire parce qu'après, j'ai vu qu'il s'est plaint que dans la répartition financière, il n'y trouvait pas son compte dans cette... Ben, je pense que ça a toujours été extrêmement clair et limpide entre lui et moi. Bon, j'étais le producteur, l'éditeur, c'est vrai, du duo à un moment donné, mais parce que c'était à moi de le faire, puisque personne d'autre ne pouvait le faire. Et puis, Elie n'avait pas les compétences pour le faire. Après, la répartition, elle était... en tant que comédien, il gagnait plus que moi, mais moi, je réinvestissais l'ensemble de mon activité, dans l'activité, pour pouvoir faire des choses. Après, on a fait des films, après, on a fait plein de choses. Donc, s'il y en a un en tant que comédien qui a gagné plus, c'est lui. Maintenant, moi, j'étais voilà, dans la production. Donc, plutôt que de dépenser mon argent, je le réinvestissais dans la société, quoi. Mais j'ai jamais considéré, j'en ai jamais voulu de gagner plus d'argent que moi, en tant que comédien, en tant que cachet. Parce que moi, j'avais pas besoin de cachet, j'avais juste besoin que mon entreprise... Pour réinvestir. Puis louer des salles plus grandes, et puis voilà, puis augmenter. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, Elie, il te dirait exactement la même chose que moi. Ouais. Bon, il n'a pas grand... Avec le temps, si tu veux, Elie, il a dû faire... au bout de 40 ans, il a dû faire... on a fait 3 spectacles ensemble en 10 ans. Après, j'en ai fait 30, moi, tout seul. Toi. Ouais. Et lui, il a dû en faire 2 ou 3. Donc, c'est-à-dire, les capacités de production sont pas les mêmes. Toi, donc voilà, il a choisi un parcours. Elie, son rêve, c'était d'être une star. Voilà, il est devenu une star. Bon, voilà. Moi, mon rêve, c'était d'être humoriste. D'accord. Pas une star, c'est être humoriste. Et donc, je pense que j'ai vraiment fait ce travail le mieux que j'ai pu. Et j'ai fait rire beaucoup de gens, et encore aujourd'hui. Et je pense que les vidéos de mes sketchs sont extrêmement regardées. Je suis devenu une référence. Mais encore une fois, dans l'humour, c'est comme dans la musique, il y a tous les styles. Ouais. Mais par rapport à mon histoire, à moi, par rapport à tout, je sais que je fais rire vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a des gens que je ne fais pas rire. Oui, on peut pas. Ce qui est logique, c'est-à-dire que c'est Césaire qui me disait rire avec la souffrance nègre, avec les racines nègres, vous allez déranger du monde. Ben évidemment. Tout ce qui est descendant d'esclavagistes ne rit pas à mes blagues. Ils y voient le diable. Ce qui est normal. Premier article du Code noir, interdisons le commerce des esclaves noirs aux juifs. Bon, si c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Et ça veut pas dire que ce sont tous les juifs. Encore une fois, moi, dans mon parcours, j'ai pu être en confrontation avec la communauté juive à un moment donné, mais je me suis réconcilié aussi avec. Et dans cette communauté, vous avez des gens très hostiles aux Noirs, extrêmement hostiles. Bon, ben voilà, je les ai aujourd'hui parfaitement localisés. Et puis il y en a d'autres qui sont comme moi, qui sont en fait victimes de cette mafia qui finalement les prend en otage. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. Bien, ils ont peur. Il y a une paranoïa dans cette communauté qui s'installe, qui est due à cette mafia censée les représenter, qui en fait est une mafia qui a fait fortune sur le commerce des Noirs. C'est une mafia qui et pas seulement. Hein, c'est une mafia, c'est une vraie mafia structurée. Parce qu'on a toujours la référence de la mafia italienne. Tout ça, mais non. C'est de la plaisanterie. C'est pour le cinéma, c'est pour Hollywood. Hollywood qui est tenu par cette même mafia, qui a des liens évidemment très étroits avec Israël, mais qui ne représente pas non plus Israël. Il y a une mafia juive qui ne représente pas les juifs, mais qui est très puissante et qui se sert des juifs comme d'un bouclier humain, et qui procède du chantage à l'antisémitisme en sacrifiant certains juifs. On l'a vu là avec ce qui s'est passé là récemment en Israël. Avec ce bombardement, on avait vu, ils avaient soi-disant un prétendu dôme de fer qui devait les présenter, pas plus qu'une tranche de gruyère. Et donc les Juifs sont en train de fuir maintenant Israël parce qu'ils se sentent plus du tout en sécurité. Et voilà, ils sont malheureusement instrumentalisés par une mafia. Il faudrait qu'à un moment donné, il y a plein d'Israéliens qui sont en train
de dénoncer ça, et tant mieux, moi je l'ai fait avant. Mon combat n'a jamais été contre les Juifs, mais contre la mafia juive. Voilà, c'est très très différent. C'est comme si tu es contre la Camorra, mais t'es pas contre les Italiens ou les Siciliens. C'est pas du tout pareil. Ah ouais, je comprends. Donc tu pars en solo. Ouais. T'as une appréhension au départ ou parce que t'avais Oui. déjà écrit Oui. des textes tout seul tout Bah, ça, sur l'écriture, j'ai aucune appréhension. mais Sur quand même, pour remplir un voilà. spectacle. Après, c'est clair que ce sont des c'est compliqué. C'est pas évident c'est pas évident de passer du duo au solo. Ça m'a pris 1 an ou 2. Alors j'ai fait un Dieudonné tout seul. Et puis après, c'est parti très, très, très rapidement. En fait, fallait l'écrire. J'avais un quatuor de jazz à l'époque, parce que moi, j'ai grandi dans cette culture musicale, avec Nougaro, qui était Claude Nougaro, un peu mon maître dans l'écriture. Et puis ça a cartonné. Ouais. Le deuxième le spectacle, c'est Pardon Judas, je crois. Ouais, le deuxième ou le troisième, ouais. Là, t'écris Pardon Judas parce que il y a déjà des tensions avec la communauté juive ou... Non, aucun rapport. Aucun En fait, rapport. Judas, c'est le personnage de Judas, D'accord. l'Iscariote. Moi, je suis chrétien de père et de mère, et j'ai toujours eu un regard critique sur le personnage de Judas, qui doit porter le poids de la trahison sur ses épaules. Okay. Alors que j'ai l'impression que l'homme porte le poids de la trahison. C'est-à-dire on est tous traîtres, en fait, au message de Jésus. Genre, en se levant chaque matin, on va pas faire exactement ce qu'il faut faire. Donc, pardon Judas, c'était pardon de porter sur tes épaules, Judas, le fardeau de l'infamie. Alors effectivement, Judas, ça veut dire le juif aussi, parce qu'ils étaient tous juifs autour de Jésus à ce moment-là. Ouais. Mais Jésus les a libérés du judaïsme, puisqu'il a dit à la fin, il n'y aura plus de juifs, plus de grecs, plus de romains maintenant. Voilà, il y a l'homme, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce parcours-là que encore aujourd'hui, c'est dans ma culture, hein, mais que je trouve, c'est un beau message. D'accord. Même si j'arrive, moi, à Jésus, par la forêt africaine du Cameroun, par Nzambe. C'est-à-dire, on vient à Jésus, nous, par les champs pygmées, c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est un autre parcours. Ouais. On va appeler ça comme le tournant, on va dire, si tu es d'accord avec moi. 2003, l'émission de Marc-Olivier Fogiel, ouais. Tu fais le fameux sketch où tu es déguisé en juif orthodoxe, c'est ça. Avec les papillotes et tout, cagoule et tout ça. 2003. 2003, ça date. Hein. Ouais. Toi, quand tu l'écris, enfin, je connais ta réponse, je pense, mais tu t'attends à tout ce qui va se passer, sachant que tu as déjà écrit sur plein de communautés, en fait. Donc, pour toi, c'est juste un sketch où tu sais déjà que tu vas titiller un peu. On m'invite dans une émission où Jamel Debbouze est l'invité principal, et on me demande de lui faire un sketch. Donc je me dis, ça serait intéressant, ayant une vision du monde qui est, tu es toi, Jamel, un humoriste maghrébin, musulman, ce serait intéressant de faire un parallèle avec ce qui se passe, la situation actuelle qui se passe en Palestine et dans les territoires conquis par les colons. Ce serait marrant de voir comment tu vas réagir. D'ailleurs, il a très bien réagi, il a rigolé. Ouais. Et après, voilà, si tu veux, je crois que j'ai dénoncé le véritable tabou dans cette société, au pays de Charlie, si tu veux. Tout le monde est Charlie jusqu'à une certaine limite. Et la limite, c'est les intérêts de l'État d'Israël et des colons israéliens. Pas de l'État complet, parce qu'il y a aujourd'hui vraiment une vraie résistance qu'il faut soutenir en Israël. Et je suis en contact avec cette résistance aussi. C'est des gens qui se remettent en cause, et qui remettent en cause aussi la politique menée par l'extrême droite israélienne aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que j'avais 20 ans d'avance, quoi. Enfin 15 ans, non 20 ans d'avance. Ouais. Là, ça devient un peu compliqué. À mon avis, tout le monde te ferme les portes. Pas tout le monde. Pas tout le monde. La mafia.
Que la mafia. Là, les artistes, t'as le soutien encore. Les artistes, c'est des de la mafia. C'est-à-dire que si tu veux, tu te prostitues pour cette mafia. Donc, tu vois, quand la mafia te dit attention, tous mes potes m'ont dit attends, Dieudo, là, il m'appelle, ils vont me retirer mon tel contrat, quel truc. Je dis bon, ben, reste tranquille, t'es pas obligé de me chier dessus, mais tu vois, essaye de porter tes couches, quoi. Et puis donc voilà, ils ont essayé. Mais la plupart des gens qui étaient mes potes sont encore mes potes. Mais ils me disent, grosso modo, Dieudo, t'es marrant, je suis pas aussi fort que toi, moi je suis pas si solide. Et c'est ça aussi. Hein. Ouais, il faut être un peu solide, mais c'est pas que je suis plus fort que les autres. Hein. Moi je trouve que c'est fort. Je parlais à un d'entre eux un jour, il me dit, j'ai pas ton courage. Je dis, je sais pas, moi j'ai pas le courage de me corrompre comme toi. Quand je me lève le matin, je peux pas me dire, putain, c'est pas possible devant des mecs qui sont minables, qui n'ont aucun raffinement, être obligé de se coucher devant cette culture de... Je dis, je sais pas comment tu fais, bravo. Et bon, je sais pas qui est le courageux, qui ne l'est pas, mais moi, je n'ai pas le courage de baisser le regard devant ces... Je n'ai pas le... Des gens qui n'ont aucune culture, qui sont bêtes, ils n'ont que l'argent, ils n'ont que la pornographie, ils n'ont que ils vivent là-dedans. Voilà. Et ben moi, c'est eux qui tiennent les médias, la culture de ce pays. Et ben je dis, aujourd'hui, on peut très bien vivre sans eux et à côté d'eux. Voilà, c'est ce que je défends. Alors je sais que mon style n'est pas inscrit dans la propagande culturelle actuelle, mais bon, voilà, je sais qu'on est très très nombreux à penser comme moi. Bien sûr, oui. Donc derrière, après tout ça, tu décides d'écrire un spectacle. Ça t'inspire, en fait, les événements que tu vis? Ah bah oui. Ça t'inspire beaucoup. Bah, là, tu parles de Fogiel qui va être condamné pour racisme anti-noir. Ah bon? Oui, parce que ça, personne n'en a déjà parlé dans les médias. Ouais. Mais au lendemain de cette émission que je fais chez Fogiel, il fait passer, à l'époque c'était la mode, un SMS. Les gens, soi-disant, pouvaient envoyer des SMS. Bon, en fait, c'est lui qui les fabriquait, enfin, en tout cas celui-là. Il a fabriqué un SMS, il dit, Dieudo, ça te ferait rire si on faisait un sketch sur l'odeur des Noirs. Bon, il se trouve qu'à l'intérieur de son équipe, il y a une personne qui est venue me raconter ça. Donc là, j'ai porté plainte, un policier a enquêté, effectivement, et donc il y a Marc-Olivier Fogiel qui a écrit et qui a demandé à ce qu'on diffuse ça. Il a été condamné. Alors déjà, c'est des escroqueries parce que c'était payant les SMS. Donc lui, il s'est défendu en disant non, mais on a compilé plusieurs SMS. Ouais. Condamné, lui et France Télévisions, avec le facteur aggravant que c'était un racisme anti-noir évident. Et lui, par contre, il n'a pas été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il est juif et qu'il fait partie de cette mafia. Mais ça ne veut pas dire que tous les juifs, encore une fois, ont la possibilité d'accéder à cette mafia. Il y en a beaucoup qui en souffrent. Donc, pas d'amalgame. C'est l'amalgame qui fait le vrai antisémitisme. Ouais. Mais par contre, on a le droit de dénoncer cette mafia juive qui pourrit la vie des Français et qui pourrit des Noirs, évidemment, puisque c'est une mafia directement liée au béquet, c'est-à-dire ses descendants d'esclavagistes, juifs aussi au départ, et qui sont... Il y a dans la communauté juive une véritable mafia très néfaste pour l'humanité. Et on le voit aujourd'hui, et en premier lieu pour les juifs. Derrière ça, t'écris donc Mes excuses. Ouais. Apparemment, le vrai titre aurait dû être Mes excuses. Ouais. Donc t'as retiré le... Ouais, c'est une bonne chose. Histoire de calmer le jeu. Mais le sketch en lui-même, voilà, là, tu t'es lâché. Oui, j'ai fait rire. Hein. Voilà, c'était très bon. Voilà, j'ai fait rire les gens. J'ai fait rire les gens. Après, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire rire je veux dire, Michel Leb, il reçoit une Légion d'honneur, je sais pas quoi, en faisant des sketchs sur les Noirs. Moi, ça m'a pas forcément fait rire. Gad Elmaleh, il fait des sketchs sur les Chinois. Est-ce que c'est drôle? Bon, je veux dire, à un moment donné, qui nous dit ce qui est drôle et ce qui est pas drôle? Bon, moi, j'ai fait rire. Pour moi, la sanction, c'est le rire. Si c'est pas drôle, les gens rient pas. Et ils viennent pas voir mes spectacles. Le problème, c'est que ça a été l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens, après mes excuses, non seulement je les ai fait rire, mais ils sont de plus en plus nombreux, puisque j'ai rempli des salles.
des zéniths, voilà, dans toute la France, parce que c'était drôle, voilà, c'est tout. Et effectivement, je pense que là, je suis devenu, en termes de remplissage de salles et de popularité, oui, l'humoriste qui remplissait le plus les salles en France. Les zéniths, Ouais. je me rappelle. La Tous tournée des les Zéniths, zéniths. Et c'était assez exceptionnel d'ailleurs, hein. Sans promotion, Ouais. hein, ça commençait. T'avais juste une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, Ouais. c'est ça. à Et l'époque. donc après, comme le succès est tellement énorme, ils ont coupé tout ça. Ouais. Après, j'ai été blacklisté partout, mais ça n'a pas empêché les gens de continuer de venir me voir parce que là, j'ai développé un autre système. Voilà, parce que c'était l'époque, les débuts des sites, d'internet. Bon, j'ai eu la chance d'avoir ça. Hein. Il n'y aurait pas eu ce support. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. On avance un peu dans le temps. Les petits problèmes s'accumulent encore. Là, le fisc te tombe dessus. Ouais. T'es condamné à payer une grosse somme, je crois. Ouais. 700 000. Ouais, 200 000 euros. Ah, 200 000, ok. Ouais. Mais non, c'est déjà énorme. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Manuel Valls, à l'époque, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, invité par la mafia, donc officiellement, hein, sur une tribune, dit, de toute façon, lui, on va mettre tous les moyens de l'État en œuvre pour le faire taire. Le fisc, le judiciaire, et plus encore, il précise. J'ai des images que vous pouvez trouver, c'est assez étonnant. Et donc, j'ai connu tout l'arsenal de l'État. J'ai tout connu, jusqu'aux hélicoptères au-dessus de chez moi, les 80 flics, les chiens dans la chambre des gosses. J'ai connu l'intégralité de tout ça. Donc, je peux pas parler du nombre de condamnations j'ai un casier judiciaire qui est plus important que celui de Pablo Escobar. Voilà. Et comment tu tiens avec tout ça dans cette période-là, quand tu commences à t'harceler, que tu commences à être blacklisté, comment tu tiens? Pression, expression. Beaucoup auraient lâché, quoi. Tu vois. Je suis judoka au départ, je fais du judo, et on m'a appris que la chute était un mouvement de construction. On m'a appris à utiliser la force de l'adversaire. Donc j'ai toujours utilisé en fait cette énergie qui m'était envoyée pour créer, pour produire. Ouais. Donc voilà, en fait, plus on me tape dessus et plus je crée. Bon. On va venir après sur tes nouveaux spectacles. On arrive à ce geste aussi, la quenelle, qui au départ, pour moi, c'est mon avis perso, n'est pas un geste antisémite au départ. Après, tu me diras ce que c'est. Enfin, Ouais, pas du tout. voilà. Tout à fait. Ma surprise, à un moment donné, je découvre que finalement, c'est un geste antisémite, genre un salut nazi inversé. D'où ça sort? Toi, comment tu le prends? Comment tu l'apprends aussi? Et est-ce que tu es venu démentir? Alors, la quenelle, c'est vrai que ça a été un phénomène. La quenelle, c'est né dans un spectacle au départ. Je sais plus exactement, doit être 2005, je pense, 2006. Et donc là, je fais un sketch dans lequel, bon, voilà, apparaît la quenelle. Et puis, ensuite, c'est un geste qui est devenu un geste d'émancipation, au départ, des populations afrodescendantes. Alors, tous les artistes, tous les sportifs vont commencer à faire des quenelles. Alors, on a de Teddy Riner à Anelka, magnifique, puisque lui, il a assumé, à Mamadou Sakho, et même puis, des gens lambda, hein. Photo de mariage, tout. Photo de mariage. Tout le monde s'est mis à faire des quenelles, qui est un geste anti-système. D'ailleurs, qui est en train de revenir très fort, le geste de la quenelle. Et donc, à ce moment-là, je m'adapte, je découvre aussi, parce que quand tu crées quelque chose, tu es à la fois acteur et spectateur de ta création. Et là, ça prend des proportions énormes, puisqu'il y a des militaires qui commencent à faire des quenelles, il y a des gardiens de prison qui font des quenelles. Alors, ils sont renvoyés parce qu'ils ont fait une quenelle dans le cadre de leur activité en uniforme. Et là, ils sont soutenus par les détenus qui en soutiennent, parce que, évidemment, les médias en parlent, font des quenelles aussi. C'était devenu extraordinaire. C'est-à-dire, des deux côtés de la porte de prison, on fait des quenelles. C'était un geste qui transcendait, on va dire,
ces limites absolues qu'installe le système dans l'exclusion, c'est la prison. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc là, ça revient beaucoup aux Antilles, en Kanaki. Partout, les gens se remettent à faire des quenelles parce que c'est ce geste-là. Alors, il a été détourné par la mafia, toujours pareil. Donc aussi, c'est un geste anti-système. Ouais, c'est un geste anti-système complètement qui avait rien à voir avec les Juifs. Hein. Rien, tu l'as dit, ça? Ah bah, évidemment. Ok. Ah bah, en fait, tu sais pas toi qui choisis. Un antisémite, c'est pas toi qui choisis, par exemple. C'est la mafia juive qui décide. Pas toi. Donc s'il dit ça veut dire un salut nazi gratté, ben c'est un salut nazi gratté. C'est toi, t'as pas à discuter, toi, exactement. Donc moi, il y a un mec de cette mafia qui Alain Jakubowicz, pour le citer, qui a dit c'est un salut nazi inversé. Alors d'ailleurs, si c'était un salut nazi inversé, la quenelle, ça ne devrait poser absolument aucun problème, puisque c'est l'inverse du nazisme. Oui. Mais ça peut être inversé et aussi multiplié. En fait, tu fais ce que tu veux quand tu es dans la mafia. C'est toi qui décides. Et bon, qu'est-ce que je te dise? Moi, ce mec qui est un mec objectivement raciste, c'est-à-dire, quand un noir invente quelque chose, il dit « Non, ça ne veut pas dire ça. » Mais je sais ce que ça veut dire. C'est moi qui l'ai inventé, ce geste. Non. C'est toujours ton maître qui invente ce que tu fais. Tu comprends? Donc on t'a pas écouté. Et moi, j'ai dit... On a bien compris. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes. Après, tu continues à faire tes spectacles. Tu décides de t'excuser ouvertement. Alors ça, c'est encore une autre... Ah oui, ça, c'est il n'y a pas si longtemps. Hein. Moi, j'ai fait des spectacles, machin, et puis... Il y a la rencontre avec Francis Lalanne, on discute, parce que c'était quelqu'un un artiste qui m'était rentré dedans au moment où, de Fogiel et tout ça, et qui est un artiste chrétien. Et on se rend compte sur un thème qui est le pardon. Ouais. Moi, de culture chrétienne, c'est la colonne vertébrale de la foi. Jésus, sur la croix, piqué par le Romain, il dit « Pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, ces paroles, le sens, le chemin du pardon, pour moi, a toujours été la colonne vertébrale de la foi de ma famille, de la foi... Donc, je me suis dit, comme je suis dans une logique de confrontation absolue avec la mafia, j'écoute en moi la voix du Christ. C'est quoi? Pardonne. Et demande pardon. À genoux devant Dieu et debout devant les hommes. Donc c'était ça, parce qu'il y en a certains qu'on peut dire, oui, c'est juste une posture. Les gens pour qui le mot pardon ne veut rien dire, n'ont certainement rien compris. D'accord. Mais les gens pour qui le pardon est au centre de leur foi ont compris ce que je faisais. D'accord, ok. Moi, je pense que le pardon est la seule façon de vivre ensemble. Il faut savoir pardonner. Okay. Sinon, que ce soit dans un couple, en famille ou avec les autres, tu dois savoir pardonner et demander pardon. Moi, j'ai fait des blagues. Est-ce que certaines de mes blagues ont pu déplaire, choquer, heurter? Oui. Eh bien, à ce moment-là, au nom du Christ, je demande pardon. Je vous demande pardon. Ce qu'il aurait fallu, mais si je m'adresse à des chrétiens, ce qu'il aurait fallu, c'est que ce pardon, il soit partagé. Moi, j'attends rien. Quand tu demandes pardon, tu n'attends rien. Par contre, si un membre de cette communauté s'était levé et avait dit, et moi je pensais que ça aurait été Élie qui allait le faire, tu vois, Dieudo, moi je te demande pardon, au nom de ma communauté, c'est un pas que chacun fait vers l'autre, et ça donne au pardon un sens extraordinaire. On aurait communiqué quelque chose de très beau. Mais je me suis rendu compte de la puissance de la mafia hostile, pour qui le pardon, non seulement est un acte de faiblesse, mais qui en plus, eux, sont dans une dynamique de ni pardon, ni oubli. Et ni pardon, ni oubli, on l'a entendu avec le gouvernement israélien, là, eh bien ça donne ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire... le dôme de fer qui était soi-disant, voilà, ni pardon ni oubli, ça suscite en face, à un moment ou à un autre, une volonté d'éradication.
Mais est-ce que tu as eu, quand tu as décidé de t'excuser, est-ce que tu as eu des soutiens Oui. juifs, du coup? Oui, Ouais, plein, d'accord. mais c'est pour ça. Mais, Ok. mais c'est pas des soutiens de la mafia. Eux, tu ne les entends pas. Ces C'est ça. juifs, nos compatriotes juifs, qui m'ont pris dans leurs bras et qui m'ont dit, mais Dieudonné, nous on te pardonne. On est les premières victimes de cette mafia. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et ils m'ont même dit, c'est quand même incroyable que tu deviennes notre porte-parole. Mais je leur dis, je n'oublie pas que Jésus était juif au départ, mais qu'il en est sorti. Sortez, reconnaissez Jésus, mes amis. Et puis tout ira bien pour tout le monde. Et beaucoup sont en train de se convertir, beaucoup sont en train de partir d'Israël, beaucoup sont en train de se rendre compte que ils attendent un Messie qui est peut-être venu, peut-être essayons de faire en sorte aujourd'hui, même moi je respecte la foi de chacun parce que pour moi il n'y a pas de différence entre un musulman, un chrétien, un juif sincère, il a un Dieu, un seul. Voilà, on doit pouvoir vivre ensemble. Mais il y a une mafia qui tient les médias, qui tient la banque, la haute finance, qui tient la justice. C'est celui qui a inventé le salut nazi inversé, Jakubowicz. Il m'avait dit une fois, dans un procès, alors que j'étais relaxé au début, il m'avait dit, de toute façon, les médias l'ont condamné, la justice devra suivre. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a une puissance médiatique et financière qui, aujourd'hui, s'est emparée de la justice. Et on le voit, d'ailleurs, avec les décisions de justice. On a beau, moi, je ne suis pas pour Marine Le Pen du tout. Hein, je pense que c'est son père... Et t'étais proche, non Non, du père. Du père. Ouais, et la fille, c'est pas le père. Ah, t'étais pour le père. Alors, moi, j'étais pas pour le père, j'ai jamais demandé à voter pour le père. Mais par contre, le père avait fait un chemin. C'était un vrai Français. Et moi, je reconnais ça aussi aux gens de... Moi, je suis Camerounais. Bon, avec un passeport français, parce que l'histoire m'a donné un passeport français. Mais fondamentalement, viscéralement, je suis Camerounais. Je suis Ewundo. C'est comme ça. C'est mon nom, c'est le nom de mon père, de mon grand-père, de tous ceux d'avant. Et je sais où ils sont enterrés, et c'est le nom de mes enfants. C'est mon histoire. Et ma mère, qui est bretonne, elle est devenue Ewundo. C'est pas le contraire. Donc, je comprends qu'un mec breton comme lui, parce qu'on avait tous les deux une mère bretonne avec Le Pen, je comprends que lui, il soit attaché à ses racines aussi, de la même façon. Et on s'est rencontrés là-dessus, sur l'attachement qu'on avait chacun. Et ensuite, sur son racisme prétendu, il devait être d'une génération, ils étaient tous racistes, hein, de Gaulle en passant par Mitterrand, faut pas oublier que c'était l'époque de la colonisation en Afrique. Bon, ils ont fait n'importe quoi, mais tout le monde était raciste à cette époque-là. Ouais. Mais Le Pen, il a évolué au cours de sa vie. Et on a discuté, c'était passionnant, puisqu'on a parlé des béquets. Il a découvert, quand je lui en ai parlé, de ce petit système qui perdure aux Antilles, Martinique. C'est-à-dire que les descendants d'esclavagistes possèdent encore le foncier de l'île. Il a découvert. Ouais, non, mais lui, c'était pas son sujet. D'accord. Lui, c'est un Breton, il est en France. D'accord, ok. Les Antillais, ils sont gentils, ça zouk, et puis toi, c'est pas... Et encore, il aimait beaucoup... j'exagère parce qu'il connaissait des poèmes par cœur d'Aimé Césaire. Ce que je ne pense pas que tu trouves ça, même chez Mélenchon. Et donc, si tu veux, je lui parle de ça, et je lui dis, on se tutoyait, je lui dis, je crois que ce serait vraiment bien perçu par les populations antillaises qu'un homme politique dénonce le système béquet. Et il l'a fait. C'est le seul homme politique qui l'a fait. Et pourquoi il l'a fait? Parce que lui ne vivait pas des subventions des béquets. Les béquets, ce sont pas les plus grosses fortunes de France. Hein. Ils financent tout le monde. De l'extrême gauche, ils s'arrêtaient au Front National. Le fameux Front républicain. Et donc, eux, ils gagnent toujours les béquets. Parce qu'ils financent autant les communistes que la droite. Ils n'en ont rien à foutre. Est-ce que tu j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu conçois que ça peut avoir une incompréhension d'une partie de ton public, moi j'ai envie de dire communauté, ma communauté. Mais déjà je suis chrétien, donc le pardon c'est important. Pour moi, j'ai grandi, c'était le diable, ce mec-là.
Je me suis présenté à Dreux contre lui. Et puis moi, mon chemin de chrétien, c'était de comprendre. Alors, s'il existe un diable, ben, je vais aller le voir. Peut-être que j'aurai une direction pour voir où est Dieu, à ce moment-là, dans leur système à eux. Et donc, je me suis rapproché de lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, « Ah, Le Pen, il a torturé en Algérie !» Le ministre, à l'époque, c'était de l'Intérieur, c'était Mitterrand. De Gaulle était président. Enfin, de qui on se moque De qui on se moque? La France-Afrique, tout ça. Non. Ce que De Gaulle a fait au Cameroun, avec Mesmer, je veux dire, de qui se moque-t-on? Qui est raciste? Ils sont tous racistes. C'est bien ça. Ils sont tous racistes. J'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire, même quand tu réussis, tu es le premier dans ton truc, tu restes un nègre. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'espoir. Mais l'espoir, c'est qu'on puisse vivre chacun chez soi. Dans un endroit où, voilà, moi, quand je vais aux Antilles, je me sens chez moi. Et j'ai pas de problème là-bas. Les gens, ils ont la même histoire que moi. Et puis culturellement, c'est exactement la même chose. C'est le mélange entre la France et l'Afrique. Je me reconnais. Mais en France, j'aime le peuple français. Attention, hein, les gilets jaunes et tout, j'ai trouvé des trucs. Mais en toute objectivité, c'est une autre culture. Et il faut l'accepter. Et c'est pas. Mais je pense que Le Pen, justement, c'était cette vraie culture française avec qui on peut parler, qui n'est pas hypocrite. Il vaut mieux discuter avec un mec qui te dit « Moi, je pense que les Blancs, c'est mieux, quand même. » Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a autant de connards chez les Noirs que chez les Blancs. Je vais être très clair. Hein. Il y a autant de voyous, autant de menteurs. Mais moi, je suis Camerounais. Voilà, c'est tout. Et je suis noir. C'est comme ça, voilà. Mais je ne vais pas dire qu'il y a des gens supérieurs aux autres. Non, je n'y crois pas. Du tout, hein. Pas du tout. Mais par contre, je pense que si je dois trouver un côté positif à ma communauté, la communauté noire, c'est une communauté qui est patiente, qui est résiliente. Elle porte la croix du Christ. Elle porte sur ses épaules. S'il y a un peuple élu, je crois que c'est le peuple noir. Ok. Aujourd'hui, tu vis de quoi? Puisque c'est difficile de produire. Non, j'arrive toujours. J'ai un bus. Ouais. J'arrive toujours. Comment se passent tes spectacles? Ouais, ils pourront pas m'arrêter. Ils pourront pas m'arrêter. C'est impossible. Je suis un homme de la forêt. Hein. C'est-à-dire, tu sais, mes grands-parents, mon grand-père, il vivait dans la forêt, dans la jungle. Toute sa vie, il a fait des enfants. Ils sont partis, ils sont arrivés en France. Quand tu sais vivre et survivre dans une forêt, la forêt équatoriale du Cameroun, tu peux vivre partout. Mais non, mais qui va te dire quoi? C'est tout. On est complètement enraciné dans cette terre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est comme les aboiements d'une meute de chiens. Moi, je sais exactement où je serai enterré. Je sais exactement mes enfants, comment ils vont avoir à gérer l'après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Après que eux m'emmerdent. Est-ce que tu as eu très peur une fois? J'étais peureux quand j'étais petit. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, j'ai plus peur. Ok. Ils vont faire quoi? Je sais pas. Une intimidation, un truc. Non, t'as tout géré, t'as pas eu peur. T'as eu peur pour tes proches, peut-être? Mouf. J'ai des fous, moi, le camp. Si tu as fait ça. Ouais. Et puis, on est d'une famille, encore une fois, moi, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de protection. Les Camerounais de mon coin, ils savent de quoi je parle. On est vraiment une famille où on a déjà travaillé sur ces choses-là. Ah bon? Ok. Aux Antilles aussi, ouais, vous connaissez ça, les Antilles. Toi, t'es de quel... Congo. Hein. Kinshasa. Ah, bah, ce sont des voisins. Tu sais que les Mbala, c'est une tribu congolaise. Mais ça, quand tu as dit Nzambé, ouais. Nous, on utilise ça pour Dieu. C'est ça. J'ai cité. Ouais. C'est quoi tes projets aujourd'hui, Dieudonné, alors? Parce que j'ai vu un spectacle avec un humoriste, enfin, un imitateur. Ouais. Et comment il s'appelle, Jamel? Jamel Kaïbou. Incroyable. Extraordinaire. Et ce duo-là entre toi et lui, c'est incroyable. Ah, et puis, c'est pareil, c'est pas un hasard. C'est un Algérien. Ah. Et ils ont quelque chose aussi. Ils n'ont pas peur. Voilà. Et vous allez pousser ce duo? Oui, on va le pousser. Jusqu'au bracelet électronique. T'as un bracelet, là? Ben ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à quand? Bah, c'est quand ils veulent, hein.
Mais c'est pareil, ce bracelet électronique, c'est tout à fait normal que j'ai ce truc-là, puisque c'est la chaîne qu'avaient nos ancêtres, tu vois. Donc je l'ai, moi, je suis bien avec ça. Et puis tu l'as aussi, mais tu le sais même pas. À partir du moment où tu vis ici, ouais, mais tu le sais pas en fait. On est des esclaves modernes, on est des esclaves consommateurs, tu vois. On est considérés comme de la merde, comme du bétail. On l'a vu avec la vaccination, où ils nous ont vaccinés, l'obligation. Et t'as vu ce qui s'est passé aux Antilles. Je prends toujours les Antilles comme repère parce que pour moi, c'est la résistance antillaise. Putain, c'est le meilleur de la France. Voilà, tu peux pas faire mieux que ça. Tu peux pas. C'est digne, c'est fraternel, et quand on leur a dit vous allez vous vacciner, ils ont fait fous-moi le camp avec ton machin, fous-toi ça dans tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était alors là. Et d'ailleurs, tous les soignants français de métropolitains blancs, ils ont dit putain, faisons comme les Antillais, faisons comme les Guadeloupéens. Voilà, c'est tout. Et c'est pas étonnant parce que l'Antillais, il porte 400 ans d'esclavage. Et quand le descendant d'esclavagistes, puisque c'est une Ayotte qui gérait la vaccination, en plus, ils ont été jusque-là, comme ils sont fous. Ils ont dit non. Comme Valls, ministre des Dom-Tom, celui qui disait, oui, il manque des whites, il y a trop de blancos. Tu te rends compte? Non, mais est-ce que tu te rends compte à quel point ils nous méprisent? Ils nous méprisent. C'est du mépris profond. Hein. Et je pense que le peuple noir porte, est patient, digne, il danse, il continue à rire. Non, tu peux pas faire mieux que ça. Mais comment on fait si moi je veux voir Dieudonné, son spectacle? Tu vas sur Internet, tu tapes Diodosphère, de toute façon tu vas tomber sur moi à un moment donné. D'accord. Il faut aller sur la Diodosphère, et puis... Diodosphère. Ouais, Diodosphère, et puis je joue partout, je suis partout en France. Alors il y a des arrêtés. Là, il y a un arrêté hier où Nunez, c'est le préfet de police de Paris, il aime vraiment pas les Noirs, lui. Lui, il aime vraiment pas. Alors, il est originaire, c'est un pied noir. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de racisme dans la culture pied noir. Ils ont été chassés comme des malpropres d'Afrique du Nord. Et ils sont arrivés ici avec une petite dent, quoi. On va dire, ils sont très énervés. Tout ce qui est basané, ils peuvent pas le blairer. Et Nunez, là, il m'a fait un arrêté où je n'ai pas le droit d'interpréter un spectacle, de l'écrire et de mettre en scène un autre spectacle d'une autre personne. C'est-à-dire que j'ai mis en scène le spectacle d'un Antillais, Nek Doubout, c'est-à-dire le noir qui se redresse, qui est debout, et interdit. C'est-à-dire que au-delà de tout maintenant, mais au moins c'est clair. C'est clair. C'est légal? Non, c'est pas légal, on va gagner devant le tribunal, mais c'est aux frais de l'État. On a demandé à ChatGPT combien a coûté toute cette mobilisation, parce qu'ils ont envoyé 4 fourgons de flics, une trentaine de flics, 10 000 balles, je crois. À chaque fois qu'ils se déplacent, maintenant, je leur coûte 10 000 balles. Donc je vais faire je vais rajouter des dates, et puis ils vont se déplacer à chaque fois jusqu'à quand. Alors c'est la France qui paye, mais ils en ont rien à foutre des Français de toute façon. Donc c'est encore une fois, et c'est des gens qui obéissent au CRIF, donc la mafia dont on parlait. Bon, c'est regrettable. Et encore une fois, je tiens parce que je suis soutenu par les gens. Et les gens viennent me voir. Si j'étais tout seul, il faut que je parte au Cameroun tout de suite. Mais cela dit, je vais le faire aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est des gens qui viennent me voir, qui me soutiennent, et ils sont énervés en face. Parce que à chaque fois que je joue, c'est des centaines et des centaines, des milliers de personnes. Et donc, ils savent pas comment arrêter ça. Donc maintenant, ils essayent, ils font des arrêtés à chaque fois que je bouge. J'ai un arrêté, plus le bracelet. Après, ils osent pas me foutre en tôle, pour l'instant. Pour l'instant. Mais s'il faut y aller, qu'est-ce que je te dise? Pour des blagues, il faudra y aller. Il faudra y aller, parce que c'est l'histoire qui s'écrit. Et on est à la fois... toi, je veux dire, je maîtrise pas ça, je vais pas demander à aller en tôle quand même. Mais si j'y vais,
bon, je pense que je vais pouvoir écrire un bon spectacle. Bah, c'est ça, en fait. Et puis en sortant, à mon avis, il y aura encore plus de monde. Hein. Ouais. Tu rebondis à chaque fois sur ce qui t'arrive et ça, j'ai l'impression que ça te donne de la créativité. Ouais, ça me donne. Et puis à chaque fois, je suis fier de moi parce que je pense à tous ces Noirs qui ont été fouettés, qui ont été lynchés, et je me dis, pour eux, ça me donne de la force, quoi. Parce que je suis un maillon d'une chaîne. Après, il y aura ceux qui arrivent derrière, quoi. Mais je vois déjà que ça bouge un peu. Bon, quand je regarde dans le rétro, ça bouge pas trop, mais il y en a quand même 2-3 qui essayent de. Oh! Bon, c'est pas encore un peu timide, mais il gueule. Oh, il dit non, oh! T'es un peu seul. Tu te sens un peu seul. Ben alors, dans mon registre, hein. Dans Après, il y en a qui prennent les armes. C'est encore autre chose. Oui, oui, non, dans ton en registre, Kanaki. Moi, oui, dans oui, le oui. registre pacifique. Oui. Pacifiste. Oui, je suis un peu seul. Dans le registre. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, là, quand je dis ça, il y a le R en Martinique, Oui. là, magnifique, ce qu'il a fait. Il y a, pareil, chez en Kanaki, pareil, il y a Kémy qui bouge bien aussi en Afrique. Donc voilà, je me sens pas seul. Mais on est une équipe. Et chacun dans son registre, on bouge. Est-ce qu'on Mais je suis trouve- content parce que là, le R, c'est vraiment une nouvelle génération. Et voilà, c'est bien, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Est-ce qu'on te reverra, ça sera mon avant-dernière question, est-ce qu'on te reverra, par exemple, à l'affiche d'un film français C'est ou un possible, truc, c'est possible. C'est possible, ça a failli se faire il n'y a pas longtemps. Moi, je pense que c'est possible. D'accord. On va voir. Et puis, ou au Cameroun, ou Oui, n'importe oui. où, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment envie de passer du temps au Cameroun maintenant. Mais je reviendrai bien faire un petit spectacle, un film. Voilà, vite fait. Il y a Yannick Noah qui, lui, s'est installé définitivement, là. Il est bien, il est à Kribi et puis à Yaoundé. Donc, c'est un peu un modèle pour ça, parce qu'il a bien investi. Son village, il l'a bien refait. C'est magnifique. Je passe toujours le voir là-bas. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Et il passe de plus en plus de temps. Et d'être bien plus heureux. Ben oui, puis tu sais, il s'aperçoit même quand tu as été le meilleur, le représentant de la France, tout ce que tu veux, il a tout fait. Et à la fin, tu vois, il le maltraite. Il le traite de... Il a été, je me souviens, préféré des Français. À un moment donné, il y avait une liste comme ça. Et moi, au même moment, j'étais le plus détesté des Français. Non, mais dans leur liste de la mafia. Là. Ouais. Et c'était la fameuse mâchoire camerounaise. On était l'un qui était préféré et l'autre qui était détesté. Ouais, ben, c'est pas faux ce que tu dis. On voit un peu pareil avec Omar Sy en ce moment. Il était la personnalité préférée. Puis là, c'est fini. Ça se complique. Ben, il faut absolument qu'il arrive à aller en Israël, au mur des lamentations. Je pense que lui, il a quand même des limites. Ce que Jamel a réussi à faire, mais parce que bon, il est prêt à un grand écart facial avec réception sur fessier. Bon, je veux dire, là, je pense que l'autre, il peut pas. Omar Sy, c'est trop. Réception sur fessier. c'est trop de. C'est par rapport à sa famille, c'est trop. C'est impossible. Impossible. Okay. Quand t'as un peu de verticalité, tu peux pas. C'est pas possible. L'émission, elle s'appelle Autour d'un verre VERS. Quel est ton verre, ta citation qui te motive ou qui te représente? Ben, j'ai été un humoriste. Alors, un baobab, un dos argenté, mais c'était surtout aussi Il y a un vers de Nougaro qui dit « Dansez sur moi ». Dansez sur moi. Et c'est un peu l'impression que j'ai. C'est que les médias, les politiques, ils ont dansé sur mon nom. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Et ça, c'est ce qu'il dit. Et je trouve que ça représente bien mon œuvre artistique. C'est-à-dire que ils se sont amusés, ils ont dansé sur moi, mais finalement, les gens ont ri. Et le rire, il n'arrive pas. On n'arrête pas ce vent-là. Et quand je vois que mes sketchs sont devenus parmi les sketchs humoristiques les plus regardés en France, et les jeunes générations me disent que je suis celui qui les a inspirés,
bah voilà, j'ai fait mon travail. Moi. Donc je suis bien. Dansez sur moi, continuez. C'est bien, c'est bien dit, c'est beau. Merci Diodo, je te remercie pour Force. l'accueil et je te souhaite le meilleur. T'as vu? Hein? On est encore là. Hein. On est encore là, le baba il tient. Ok. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. Ciao.